Et si la clé pour un cerveau, disons, plus performant, plus calme, plus résilient, ne se trouvait pas dans des livres ou des applications, mais dans le mouvement? Pas n'importe quel mouvement, attention. Non, un mouvement conscient, précis, presque chirurgical. C'est un peu la mission qu'on se donne aujourd'hui. On va explorer le lien, ce lien un peu secret, entre notre corps et notre cerveau. Et pour ça, on va s'appuyer sur une source qui est vraiment éclairante. Une interview de Caroline Berger, de Femini, une experte qui fait justement le pont entre une pratique physique, le Pilates, et les neurosciences. Alors la question est simple finalement. Est-ce que c'est juste une tendance, bien-être de plus, ou est-ce qu'on peut vraiment, comme le suggère la source, utiliser un mouvement précis pour recabler notre cerveau vers plus de calme, de concentration? On va suivre les indices. Le point de départ, je crois, c'est de comprendre que la séparation qu'on fait toujours entre le corps et l'esprit est une illusion. C'est une erreur fondamentale. Une illusion. Oui, l'experte utilise une image qui est très forte. Elle dit que le cerveau est un organe incarné. Un organe incarné, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il ne flotte pas dans notre crâne comme un processeur dans un ordinateur, quoi. Il vit et il se construit à travers notre corps, chaque sensation, chaque mouvement. Chaque respiration. Voilà, tout ça envoie des informations qui le modifient en permanence. C'est une boucle. D'accord. Mais attendez, l'idée de la connexion corps-esprit, ça fait des décennies qu'on en entend parler dans le yoga, la méditation. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau ici? Pourquoi est-ce que la science dure, s'y intéresse avec autant de sérieux tout d'un coup? Ce qui est nouveau, c'est qu'on a les outils pour le prouver, pour le visualiser. On a longtemps imaginé le cerveau comme une sorte de carte. Comme une entreprise avec des départements bien séparés. Le département du langage, celui de la vision. Exactement. Chacun dans son bureau, avec des fonctions bien définies. Et j'imagine que cette vision est complètement dépassée. Complètement. La neuroimagerie aujourd'hui nous montre que le cerveau fonctionne plutôt comme une équipe de projet ultra dynamique, Ah, j'aime bien l'image. où tout le monde communique avec tout le monde en temps réel. C'est un réseau. Les fonctions comme la pensée, l'émotion, le mouvement ne sont pas du tout isolées. Elles émergent de ce dialogue constant entre toutes les régions. Et le chef d'orchestre de tout ça. Le grand organisateur, c'est le mouvement. Voilà. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si le cerveau est ce grand réseau, comment une pratique comme le Pilate, que, franchement, je voyais surtout comme un moyen de renforcer ses abdos. Ce qu'il fait aussi, hein. Oui, bien sûr. Mais comment est-ce qu'il vient jouer un rôle là-dedans, dans ce réseau? Parce que le Pilate, par sa nature même, force ces différents réseaux à travailler ensemble de manière très intensive. D'accord. Quand on fait un exercice de Pilate, on ne sollicite pas qu'un seul muscle. On doit se concentrer. Ok, ça c'est le réseau fronto-pariétal, le siège de l'attention. C'est ça. On doit contrôler sa respiration et ses émotions, ce qui implique le système limbique. Et on doit ajuster son mouvement avec une précision. Millimétrique. Et ça engage les circuits sensorimoteurs et le cervelet. Donc on allume plein de zones en même temps. On allume plusieurs zones du cerveau en même temps et, surtout, on les oblige à se synchroniser. C'est là que l'experte utilise une phrase très très forte. Elle dit qu'en faisant ça, on sculpte littéralement nos circuits neuronaux. Ça me paraît énorme comme affirmation. C'est fort, oui. Est-ce que ce n'est pas un peu une exagération? Est-ce qu'on sculpte vraiment ou est-ce qu'on ne fait que renforcer un peu ce qui est déjà là? C'est une excellente question parce que le mot peut sembler trop fort. Mais en fait, il est scientifiquement juste si on le comprend à travers le concept de neuroplasticité. La neuroplasticité. Oui. Imaginez que votre cerveau est une forêt. Vos pensées, vos mouvements habituels, ce sont de grands chemins bien tracés, faciles à prendre. D'accord, des autonoutes. Voilà. Quand on apprend un nouveau mouvement très précis en pilates, au début, c'est comme se frayer un nouveau sentier dans les broussailles. C'est difficile, ça demande de l'attention. Je confirme. Mais plus on répète ce mouvement avec conscience, plus ce sentier se dégage, s'élargit et devient une voie rapide. Sculpter, c'est exactement ça. C'est créer et renforcer intentionnellement ces nouvelles voies neuronales pour qu'elles deviennent plus efficaces, plus automatiques. Exactement. D'accord. L'image du sentier dans la forêt est beaucoup plus claire. On ne part pas de rien, on optimise des connexions. Mais alors, qu'est-ce qui se passe à un niveau encore plus profond, au niveau de la chimie du cerveau? La source parle de neurotransmetteurs. Oui, là on entre dans la mécanique fine. Pour faire simple, imaginez que votre cerveau est un orchestre. Ok, Pour qu'il joue une musique harmonieuse, il faut un équilibre parfait. Il y a des instruments qui jouent des notes excitatrices, qui donnent l'élan. Ça, c'est le rôle du glutamate, principalement. l'accélérateur. Voilà. Et il y a ceux qui jouent des notes inhibitrices, qui calment le jeu, qui apportent la nuance. Et ça, c'est le rôle du GABA.
Et j'imagine que chez beaucoup d'entre nous, avec le stress, l'anxiété, certains instruments jouent beaucoup trop fort. Exactement. Souvent, la section des cuivres de l'excitation est déchaînée, ce qui crée une musique cacophonique, anxiété, pensée qui s'emballe, le chaos mental. Le Pilate, lui, agit comme un chef d'orchestre. Par l'attention et le contrôle, il apprend au cerveau à dire au cuivre de se calmer un peu et à faire monter le son des violons, plus apaisant. Il restaure l'équilibre, l'harmonie. C'est ça, la stabilité neurophysiologique. C'est ça, un cerveau qui joue la bonne musique au bon tempo. Et pour le stress au quotidien, un point qui m'a semblé crucial dans la source, c'est le système nerveux autonome. Ah oui, ça c'est le mécanisme le plus direct et le plus puissant. Notre corps a un accélérateur et un frein. Combat ou fuite. Voilà. L'accélérateur, c'est le système sympathique. Il nous prépare à l'action. Le frein, c'est le parasympathique. Lui, il nous met en mode repos et digestion. Et le problème de notre vie moderne? C'est qu'on a le pied collé sur l'accélérateur en permanence. Waouh, d'accord, là ça me parle complètement. Ça vient de faire clic. Donc ce n'est pas une sorte de magie un peu vague corps-esprit. Non. On parle d'utiliser consciemment le mouvement et la respiration pour actionner un interrupteur physique dans notre système nerveux, pour passer du mode stress au mode calme. C'est exactement ça. C'est un vrai super pouvoir en fait. Absolument. La respiration lente et contrôlée, qui est centrale en Pilates, c'est le moyen le plus direct d'activer ce frein parasympathique. Et les effets sont immédiats, mesurables. Ah oui, le cœur ralentit, la pression sanguine baisse, les muscles se relâchent. On apprend à son corps à se calmer de l'intérieur. Je dois avouer, quand j'ai essayé le Pilates, ma préoccupation principale, c'était de ne pas tomber ou d'avoir l'air ridicule. Je ne pensais pas du tout à mon frein parasympathique. C'est normal. Comment un débutant peut accéder à ça quand il essaie juste de survivre à l'exercice? C'est une remarque très juste. Au début, l'effort cognitif est énorme, mais c'est justement cet effort qui est bénéfice. Le fait de forcer la concentration, le simple fait de devoir porter une attention extrême à sa posture, à sa respiration et au mouvement en même temps, c'est déjà un entraînement cérébral intense. La connexion avec le système nerveux se fait progressivement. C'est en répétant, lorsque le mouvement devient plus familier, que l'on commence à sentir cet effet calmant plus profondément. Bon, tout ça a l'air formidable, mais je dois jouer un peu l'avocat du diable. C'est facile de parler de chef d'orchestre et d'interrupteur. Concrètement, comment les scientifiques entrent dans un labo et prouvent-ils qu'un exercice de pilates est en train de changer la chimie de mon cerveau? Ça ressemble à quoi? C'est la question clé, bien sûr. Et aujourd'hui, les chercheurs utilisent une approche combinée, un peu comme une équipe de détectives avec plusieurs outils. D'accord. Premièrement, ils prennent des photos du cerveau en action. L'outil principal, c'est l'IRM fonctionnel, l'IRMF. Un scan du cerveau. Oui, mais pensez-y comme un flux vidéo en direct qui montre quelle zone du cerveau s'allume quand on fait un mouvement. Ça leur permet de voir la connectivité entre les réseaux s'améliorer. Ok, on a les images. Et ensuite? Ensuite, ils mesurent le rythme électrique du cerveau avec un électroencéphalogramme, l'EEG. C'est un peu comme un électrocardiogramme, mais pour le cerveau. Et là, on voit quoi? Ils peuvent voir si les ondes cérébrales deviennent plus calmes, plus organisées, plus cohérentes après une séance. Et la chimie? Et enfin, c'est peut-être le plus parlant, ils analysent la chimie du corps. Ils peuvent mesurer le taux de cortisol, l'hormone du stress, dans la salive avant et après une session. Et ça, c'est une lecture directe de l'effet apaisant. On a donc des scanners du cerveau, des mesures électriques, des tests hormonaux. Est-ce que toutes ces preuves racontent la même histoire? Est-ce que ça arrive qu'elles se contredisent? Ou est-ce que tout pointe dans la même direction? C'est ce qui rend ce domaine de recherche si passionnant en ce moment. Les données convergent massivement. Ah! Les études montrent que les changements observés dans le cerveau, ces fameuses photos et ces rythmes qui s'améliorent, sont directement corrélés avec une baisse du cortisol. Et, plus important encore, avec les résultats de tests de performance cognitive. C'est-à-dire que les gens sont vraiment plus performants après? Oui, ils sont réellement plus attentifs, plus flexibles mentalement, et ils rapportent se sentir moins stressés. Les pièces du puzzle s'assemblent vraiment bien. Bien sûr, l'experte dans l'interview invite à la prudence. J'imagine qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Absolument, et c'est important de le souligner, la science est honnête sur ses limites. Beaucoup d'études sont encore menées sur de petits groupes, et puis tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il faut rester prudent. Il faut éviter de voir le Pilates comme une solution miracle qui va tout régler. Mais, comme le dit l'experte, la convergence des preuves est assez forte pour ne plus le considérer comme un simple sport.
mais comme un véritable outil de santé globale. Exactement. Ces limites sont surtout un appel à approfondir la recherche avec des études plus longues sur des populations plus spécifiques comme les seniors ou les personnes en burn-out. Alors, si on rassemble tout ça, on est parti d'un simple mouvement pour arriver à des réseaux neuronaux, à la chimie du cerveau. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui est coincé dans les embouteillages ou face à une échéance stressante au travail? Ça change tout. Parce que ça signifie qu'on a un levier d'action. En pratiquant régulièrement, on n'entraîne pas seulement ses muscles, on entraîne son système nerveux à être plus résilient. On muscle sa capacité à appuyer sur le frein. C'est exactement ça. On muscle sa capacité à appuyer sur le frein quand l'accélérateur s'emballe. Et cette base neurophysiologique, plus saine, plus stable, devient le socle sur lequel tout le reste repose. Une meilleure prise de décision, une plus grande créativité. Une meilleure gestion des émotions, l'expert propose de redéfinir la réussite, non pas comme une simple performance, mais comme cet équilibre dynamique entre le corps, le cerveau et l'environnement. Et cultiver cet équilibre devient alors une stratégie essentielle. Ce n'est plus un luxe. Voilà, c'est ça. En résumé, si on devait ne retenir qu'une chose, c'est que notre cerveau n'est pas une entité isolée qu'on peut seulement nourrir avec des livres. C'est un organe vivant qui se façonne à chaque instant par notre expérience corporelle. Tout à fait. Et une pratique comme le Pilates, ce n'est pas juste entretenir sa mécanique, c'est construire activement, durablement, un cerveau plus équilibré, plus serein. C'est la science qui vient valider l'intuition. Voilà, c'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une pensée pour aller un peu plus loin. Si une pratique aussi structurée que le Pilate peut intentionnellement remodeler nos circuits neuronaux pour notre bien-être, qu'en est-il de toutes les autres activités de notre quotidien? Comme la marche, le ménage. La marche pour aller au travail, les tâches ménagères, ou même le simple fait d'être assis à un bureau. Si on abordait ces gestes avec la même conscience de la respiration, de la posture, de la précision, pourraient-ils cesser d'être des automatismes pour devenir, eux aussi, des petites opportunités quotidiennes de cultiver cette harmonie entre notre corps et notre cerveau?